Bon, OK. Quand on est un chercheur en philosophie, souvent ça va prendre des années avant qu'un concept majeur surgisse dans toute sa beauté architectonique. Par exemple, si je prends un dictionnaire des concepts philosophiques de Larousse, le petit dictionnaire, hein? Le premier item de ce dictionnaire-là, il y a une belle phrase de Descartes, mais bon, je te la dirai une autre fois. Alors, le premier item, c'est abduction. Abduction, c'est très important en philosophie parce que il faut savoir que l'abduction, c'est un concept d'un homme extraordinaire qui s'appelait Peirce à la fin du 19e siècle. Mais elle est basée sur deux autres concepts qui ont fait l'histoire de la philosophie. Comme le premier concept chez les Grecs, c'est le concept d'induction. Qu'est-ce que l'induction? C'est que tu pars d'un fait particulier. Mettons un livre, ou mettons un signe blanc. Et là, tu fais une généralisation pour arriver à une théorie. C'est-à-dire que tu dis qu'après 30 ans, tous les signes que j'ai vus étaient blancs. Ça, donc, j'en fais une loi, c'est que tous les signes sont blancs. Sauf que l'induction a une faiblesse. L'induction, fondamentalement, c'est que tu n'es jamais certain qu'un jour ne surgira pas un signe noir qui va annuler ta loi. Ainsi, par exemple, le paradoxe du menteur. Hein, tu dis « je suis un menteur ». Ce paradoxe qui vient des Grecs, c'est un paradoxe qui a fait que toute la théorie de Husserl sur la logique mathématique a pu être remise en question par un simple paradoxe du menteur qui a été amené par Wittgenstein. Bon. Alors, c'est sûr que dans les trois propositions qui sont dans un dictionnaire de concepts, hein, qui est l'induction, la déduction et l'abduction, l'induction, finalement, est la plus faible au niveau de ce qu'on appelle la capacité de former une théorie générale. Qu'est-ce que la déduction? La déduction vient un peu plus tard dans l'histoire de la pensée. La déduction, c'est de partir d'une idée abstraite, générale, et de faire un argumentaire jusqu'à un fait particulier. Ça a déjà une meilleure chance en probabilité forte que ça soit vrai, mais ça reste une faiblesse. Il y a Popper, par exemple, qui va indiquer que la vérité était dans la mise à l'épreuve d'un problème à travers l'induction et la déduction. C'est comme ça que fonctionne la science. Sauf qu'il arrive un fait particulier à la fin du 19e siècle qui est bien cité dans le dictionnaire de philosophie, qui est Peirce, avec l'abduction. Que dit Peirce? Et là, on rentre juste dans un jeu d'une danse de probabilité. Peirce dit, si C existe, j'ai C qui m'émerveille. Je prends comme hypothèse que A est vrai, ça veut dire que C est probablement vrai. Sauf que le principe de l'intuition par l'abduction est simplement un principe qui permet au cerveau humain d'entrer dans la fiction, la poésie fictionnelle, qui risque un jour peut-être d'être démontré, mais qui ouvre les possibilités d'imaginer les différents possibles de l'universel. Alors moi, à travers ma carrière de philosophe, ça a pris des années avant de comprendre qu'il y a une étape en haut de l'abduction, qui est l'abduction. Qu'est-ce que l'abduction? C'est simplement un rêve d'une question qui danse dans une très haute densité de pensée pure. De là mon traité des Habs. Sur quoi c'est basé? C'est un fait très particulier, c'est que on a noté dans ses expériences en physique quantique qu'un atome, quand on le regarde, n'a pas le même comportement que quand on le regarde pas. Et on était encore aujourd'hui, après 70 ans et plus, face à ce problème. Qu'est-ce qui explique qu'un atome, quand on le regarde, n'a pas le même comportement que quand on le regarde pas? Donc, quand moi je pars vagabonder, j'ai pas toute cette dynamique-là qui est venue par de longues méditations. Mais je suis quand même impressionné par une question. Si je prends soin de l'univers, est-ce que l'univers va prendre soin de moi? Donc, sans le savoir, je suis en train d'inventer une méthodologie de l'abduction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, dans mon vagabondage, il arrive des événements qui sont abductifs. Un exemple bien concret. J'ai faim, ça fait deux ou trois jours que je n'ai pas mangé.
Je suis dans le parc, entre une ville et une autre, je me rappelle pas quel parc, et soudainement arrive un camion. Un camion qui vire par un petit sentier, et je le suis, il arrête pas loin, et les gars arrêtent pour manger. Et ils ont une boîte à lunch, ils ont du lunch, mais je ne demande pas à manger parce que moi, je me suis dit, jamais je ne demanderai ni à manger ni à dormir. Parce que je veux savoir si, quand je prends soin de l'univers, ce que l'univers prend soin de moi. Je ne sais pas à ce moment-là que je suis un amas d'atomes, et l'univers est un amas d'atomes, et comme nous sommes des amas d'atomes, nous vivons des lois. Des lois que j'intuitionne, que j'abstitutionne. À ce moment-là, je quitte en ne demandant pas à manger. Mais j'ai tellement faim, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Fait, j'ai arrêté sur le bord de la route, me suis installé sur une roche dans le parc, et je me suis mis à composer une chanson. Une demi-heure plus tard, il y a une équipe de Radio-Québec, 2 filles de Radio-Québec qui arrivent, ils virent, puis ils disent, on a entendu parler de toi, embarque dans l'auto, on a de quoi manger. Ah! Voici un événement abductif. Je ne sais pas si c'est vrai en probabilité, mais quand on est, si tu veux, dans la hiérarchie entre la déduction, l'induction, l'abduction et l'abduction qui est par un rêve, on entre dans un nouveau, si tu veux, régime de pensée pure. Donc, ça veut dire que à ce moment-là, quand je rencontre Michel et Marlene, j'ai l'intuition, j'ai pas les mots, mais j'ai l'intuition de prendre en vidéo, de tourner des vidéos pendant 16 ans, où il y a uniquement Michel qui est sur la caméra devant moi. Mais qu'est-ce que je cherche dans le fond? À travers ce qu'il me dit, ce qu'il parle, est-ce qu'à un moment donné, il y a un moment donné où son cerveau devient abductif? C'est-à-dire que c'est plus son cerveau qui pense, c'est le rêve qui lui-même, en tant que abduction autonome, parce qu'un rêve pense d'une façon autonome, parce qu'un rêve est composé d'atomes. Mais j'ai pas encore les mots. Donc, après 16 ans de travail avec Michel, on a occupé une somme assez importante de vidéos, j'arrive avec Gaël, et là, je recommence des audios. Mais des audios où j'invente un glossaire et où il y a transcription entre le souffle de l'audio et le glossaire, et l'écrit. Et là, je transcris. Je transcris nuit et jour. On a à peu près, actuellement, je pense qu'on est rendu à 245 heures d'audio à travers 3 ans de recherche. Et j'en ai transcrit certainement le 3/4 là-dessus. Mais qu'est-ce qui m'intéresse? C'est pendant que je transcris, je mets des couleurs. Couleur bleue, couleur un peu mauve, puis couleur rouge profond. Et je m'aperçois qu'à toutes les fois où je pense qu'il y a eu un événement abductif à travers le souffle de la conversation et la transcription, je le note. Alors, quelle est mon espérance là-dedans? C'est que dans le doctorat de Gaël, que le glossaire, lorsqu'elle arrivera devant son jury, ce qu'on appelle le jury de son examen de synthèse, que si jamais par hasard elle présente son glossaire qu'elle n'a pas nécessairement besoin, il se passe un événement abductif, c'est-à-dire que le cerveau, qui est fait d'atomes de son jury, et le cerveau même du glossaire, qui est un cerveau comme tel, ce sont des atomes qui sont enfermés dans une forme existentielle d'un objet qui s'appelle un glossaire, qui va se produire des événements. Et pour ça, Gaëlle va enregistrer, je ne serai pas là, mais elle va enregistrer sa mise à l'épreuve de son lectorat. Jusqu'à un moment donné, je pousse l'expérience jusqu'à faire des audios, jusqu'à temps qu'on arrive à son doctorat même. Et quand moi, je vais rentrer en doctorat, cet outil glossérique qui correspond, si tu veux, à une somme d'atomes mis en forme de rêves et de révolte de rêves conceptuels. Parce que c'est des D'ailleurs, c'est pas pour rien que Gaëlle travaille, elle, sur le rêve de la matière, pendant que moi, je travaille sur le rêve de l'humain. Donc, on a des recherches très complémentaires. Mais moi, je travaille sur une formule. Comme Einstein a travaillé sur une formule. Einstein a travaillé sur la formule E est égal à MC2. Et il s'est dit, ça va prendre 14 ans pour être prouvé, après ma mort. Effectivement, 14 ans plus tard, ils ont fait une expérience des deux côtés de la Terre qui ont démontré la validité de E est égal à MC2. Alors moi, je prends le pouvoir que WOW moins T égale 2,7K sera prouvé une quinzaine d'années après ma mort. Et c'est prouvé simplement ceci. Si l'atome qui est constitué soit comme agrégat humain ou comme agrégat de matière, cet atome-là, dès qu'on le regarde, change de comportement. Et c'est de démontrer que même un atome a une conscience, comme un animal a une conscience. Donc, la matière, c'est une somme de multiplicité des consciences. Et que le rêve, et ça s'appelle un rêve existentiel. Donc, tout mon traité des Habs, qui s'appelle l'existence, est basé sur une simple recherche des événements existentiels de nature quantique
qui sont accessibles à l'humain quand l'humain ne triche pas avec le rêve. Voilà, je pense que c'est ce que j'avais à dire ce matin. Ah, je peux continuer? OK. Alors, j'en arrive avec mon dictionnaire. La différence entre un professeur de philosophie et un philosophe, fondamentalement, c'est que le professeur de philosophie va prendre ça, puis il va l'enseigner tel qu'il est là, puis il va le code documenter, puis il va le commenter. Un philosophe, fondamentalement, il est à la recherche du point aveugle que constitue la connaissance. Alors, on prend par exemple comme Spinoza. Quand il arrive dans une théorie millénaire comme quoi le monde est le livre de Dieu, Spinoza, dans sa recherche, se dit, et c'est lui, à partir de lui, que l'herméneutisme commence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si c'est le livre de Dieu, c'est pas normal que tout le monde ne soit pas capable de le lire. C'est pas normal qu'on est obligé de passer par un prêtre qui interprète la Bible qui te le dit en avant. Puis ce qui est pas normal là-dedans, c'est que si tu lis la même Bible en français, en latin, en grec ou en hébreu, on n'a pas les mêmes textes. Donc, c'est toute la question de l'hybridité à partir desquelles la connaissance devient fragile. Donc, ça veut donc dire que même pour la science, quand on parle des paradigmes scientifiques, même pour la science qui arrive avec des lois fondamentales, ces lois-là, à un moment donné, deviennent, dans de nouvelles contextualités, deviennent de nouvelles questions qu'il faut se poser. De là, la problématologie de Meyer. Donc, dans mon cheminement philosophique, tout mon vagabondage s'est fait, dans le fond, sur une seule question. Si je prends soin de la matière, si je prends soin de l'univers, est-ce que l'univers va prendre soin de moi? Et dans cet univers-là, c'est simplement une question technique, une question d'agrégat d'atomes. L'être humain étant vu comme un agrégat d'atomes rêveur. Et donc, la révolte des atomes se produit lorsqu'on ne respecte pas le rêve des atomes, lorsqu'on essaie de l'ustensiliariser. Et ça se produit chez l'humain, ça se produit chez les objets, ça se produit en écologie chez la Terre. Il y a une forme de rêve, des rêves qui sont en dynamique de non-tricherie, normalement. Et c'est là-dessus que, comme philosophe, je travaille. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc je le remets bien dans l'importance pour un philosophe d'être en dialogue, non seulement avec des auteurs, mais avec aussi ces extraordinaires résumés faits par des philosophes du monde entier. Par exemple, celui sur Larousse, qui est le dictionnaire des concepts. Ça, c'est le petit. Mais il y a le gros dictionnaire des concepts d'Larousse, qui est encore beaucoup plus technique. Et voici des objets de méditation pour un philosophe, comme la Bible est un objet de méditation pour les croyants. Parce que la différence entre un croyant de la Bible et ça, c'est que ça, c'est le défi aux questions des philosophes. Tandis que la Bible, c'est la réponse aux questions des chrétiens ou autres, hein, comme le Coran et tout ça. Alors voilà pourquoi le philosophe fait partie de cette minorité de la pensée humaine qui prend le privilège de penser au nom des autres qui n'ont ni le temps, ni la capacité de le faire. Alors voici, c'est pour ce matin. Voilà.